Bonjour l'Afrique, bonjour les Africains, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à votre émission Regard sur l'avenir, sur la chaîne C360. Sur le plateau, vous avez Gervais Nadambega, consultant et expert en géostratégie, Aluna Traoré, militant et témoin vivant de la révolution d'août 83, Rwandais comme Tobré, diplômé en économie, il est aussi analyste politique, membre du cadre 2 heures pour nous et 2 heures pour Kamita et pour la première fois, bien sûr, un visage féminin, Madame Kombassere Nedjalo Debolobo. Elle est professeure d'allemand, membre du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Pour le sujet, la gestion diplomatique du coup d'État en Guinée-Bissau, après Dakar et Brazzaville, Oumarou Sissoko Ombalo est à Rabat au Maroc pour une destination prévue à Lisbonne au Portugal. Et pour le deuxième sujet, nous allons opiner sur le prochain sommet de l'AES, surtout quels peuvent être les enjeux diplomatiques. Bien sûr, merci une fois de plus d'être à l'émission Regard sur l'avenir. Camarades, merci pour ce temps consacré à la chaîne C360. Monsieur Nadambega, Ambalo, Oumarou Sissoko Ambalo, le président Déchi, fait un périple. Après donc Dakar, il était au Congo-Brazza. Après donc, il est revenu bien sûr à Rabat au Maroc pour une destination finale prévue donc à Lisbonne au Portugal. Qu'est-ce qui fait courir l'ancien président? Avant d'opiner sur ce qui peut faire courir un ancien président comme Ambalo, il faut d'abord caractériser ce coup d'État. Parce que si on dit effectivement que le coup d'État de Généré en 2015 était le coup d'État le plus bête, il faut convenir quand même que le coup d'État de Ambalo est le coup d'État le plus filou. Ouais. Pourquoi je dis le coup d'État le plus filou? Parce que on nous a tous trompés au départ. Oui. Alors, vous avez suivi les événements. Tout à fait. Le 26 mai, le Military High Command for Restoration annonce avoir effectivement pris le pouvoir, arrêté effectivement Ambalo pour la restauration. Alors, on s'est tous mis à spéculer. D'une part, avec de l'espoir, en se disant, bon, c'est des militaires comme au Mali, comme au Niger, comme au Burkina Faso. Peut-être qu'ils vont suivre effectivement l'exemple. Et parlant effectivement de restauration, le mot est devenu récurrent. Pensons effectivement qu'ils vont remettre tout en cause et peut-être rejoindre l'AES. Tout à fait. Mais nous savions aussi qu'avec ce qui est arrivé en AES et tout le séisme géopolitique que ça a créé dans le monde, la France en particulier et l'Occident allaient jouer pour récupérer et s'assurer qu'ils contrôlent pour que ça ne les échappe pas totalement. En fait, c'est cette alternative qui s'est avérée être la plus juste. Parce que de quelqu'un qui s'est caché pour annoncer son arrestation à lui-même, oui, on s'aperçoit que c'est son directeur de cabinet et le chef de sa campagne, qui est le Premier ministre. On s'aperçoit que c'est les officiers autour de lui qui prennent la commande du système, soit dans l'armée ou dans le gouvernement, et lui-même, comme vous venez de le dire, se balade allègrement dans le monde pour repartir dans la métropole et puis s'asseoir avec toute protection. Alors, on peut se poser au moins 3 questions. Est-ce que nous, Africains, de façon générale, et Africains de l'Ouest en particulier, nous n'allons pas nous réveiller sérieusement un jour pour plus de souveraineté et pour plus de pitié et de compassion si on est croyant et si on ne l'est pas, pour plus de solidarité avec nos concitoyens. Voilà un pays dont les activités de narcotrafic sont en train de geler et d'abîmer tous les systèmes de prise en charge sociale, dégrader les conditions de vie des citoyens. Et on ne prend le pouvoir que pour continuer à alimenter ce système. Tout à fait. Deuxièmement,
il y a que nous sommes incapables d'avoir une institution multilatérale qui soit objective. Parce qu'il faut toujours s'accommoder avec ce que l'Occident veut. Et finalement, nous faisons le jeu de l'Occident et donc de nos colonisateurs d'hier. Donc c'est comme ça que je vois sa fuite vers Lisbonne. Parce que vous voyez, il est d'abord allé au Sénégal. Au Sénégal, même s'il y a comme une cohabitation au sommet de l'État, on sait que le parti et l'Assemblée nationale sont encore contrôlés en grande majorité par des panafricanistes. Donc, il ne pouvait pas y rester. Alors, il bouge et il va voir effectivement Sassou Nguesso. En se disant, il a fait un coup d'État, il est resté longtemps, donc il doit avoir effectivement des secrets pour... Là également, ils s'aperçoivent que c'est mieux d'aller effectivement dans la métropole. Donc, finalement, il faut moi je ramène ça à nous, il faut effectivement qu'au niveau de l'AES, parce que c'est de ça qu'il s'agit pour nous, il faut qu'on prenne conscience du courage de nos leaders, oui, de leur capacité à pouvoir tenir face à l'adversité. Tout à fait. Et de se dire que ce n'est pas demain que l'on va pouvoir élargir le cercle des pays qui ont pris conscience et qui acceptent de faire face aux risques. Mais que nous nous devons de renforcer nos assises et nous préparer, comme le chef de l'État a dit, le président de Faso a dit qu'il faut qu'on se prépare pour une guerre de haute intensité. C'est en parlant effectivement du côté militaire, mais sur le plan diplomatique, sur le plan de la souveraineté, nous devons nous préparer effectivement à une guerre de haute intensité. Parce que avant qu'un serpent ne meure totalement, il distribue le maximum de son venin. Tout à fait. D'accord. Monsieur Kamara Traoré, le silence de la communauté internationale inquiète. Point du tout, elle ne devrait pas nous inquiéter. À la dernière fois, nous parlions du silence assourdissant de la CEDEAO et de la France qui se mêlent de toutes les questions africaines. Pour une fois, aucun son de leur côté. Maintenant, comme le camarade vient de le dire, la montagne a accouché de ce qu'on sait. À l'ouest, rien de nouveau. L'Afrique des enfants est en marche et l'Afrique des narcotrafiquants est en marche. Rien n'a changé en Guinée-Bissau. On prend les mêmes et on recommence. La victoire de l'opposition qui était une perspective de changement, la démocratie électoraliste a échoué parce que les résultats sortis des urnes ne satisfont pas aux tenants de l'Afrique. Donc, le bon élève Ambalo a fait le travail, il s'est préparé lui-même. Sinon, un président sous mandat arrêté chez lui trouve moyen de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Mieux, cerise sur le gâteau, ceux qui l'ont renversé prennent son directeur de campagne comme ministre, premier ministre. Ça en dit long. Donc, la valse diplomatique en Afrique s'amuse la galerie. Le monsieur n'est angoissé, inquiété aucunement qu'il soit. Tout ce qui a été pillé en Guinée, il va le retrouver en métropole, à Lisbonne, aux frais de la princesse africaine, et puis mieux il va continuer de se la couler en douce. Maintenant, il faut que l'Afrique se réveille. Ce coup d'État, au lieu de nous apporter un changement pour l'éveil de conscience, la victoire des peuples, ouais, encore une fois, c'est le capital financier international, l'impérialisme, ceux qui ont mis le grappin sur l'Afrique. On amuse la galerie, on dit un changement pour que le pouvoir n'arrive pas aux mains de ceux qui sont porteurs de changement. C'est l'explication qu'on peut donner à ce coup d'État. Et bien comprendre sa nature, ça veut dire qu'en Guinée-Bissau, rien n'a changé. Il faut tout faire pour que les partis d'opposition porteurs de changement n'arrivent au pouvoir. La meilleure façon de le faire, il faut que l'armée continue de diriger. L'armée qui est pilotée en bas
par les puissances d'argent, ceux qui ont fait de la Guinée-Bissau ce qu'elle est, c'est-à-dire une plaque tournante de la drogue venant d'Amérique latine. Comprendre cet enjeu-là, pour diriger la Guinée-Bissau, il faut émarger à ce budget-là. Tant que ces rapaces-là ne continuent pas, c'est eux qui dictent la loi. La politique obéit à ces règles. Même les politiques occidentales tiennent compte de cette donnée-là. Oui. On décrit la drogue, elle est malfaisante, pourtant tout le monde émarge au budget des retombées de cette drogue-là. Ce trafic-là, ils vivent de ça. Et ça finance beaucoup de choses. Donc encore une fois, en Guinée-Bissau, il n'y a rien eu. Le peuple continue de subir et de s'appauvrir. Et les enfants de l'Afrique heureuse continuent de s'amuser avec les intérêts stratégiques. Donc, encore une fois, l'AES donne le bon exemple de prise de conscience. Absolument. La vigilance est de mise. Voilà encore une autre scène de soumission et d'aliénation qui vient de se passer en Guinée-Bissau. On devait s'attendre à mieux que ça. Mais ce qui nous a été servi de voir, Embalo a de beaux jours. Il va se la couler en douce. Il n'a jamais été inquiété. Ni lui, ni ses proches collaborateurs. Mieux, ses proches collaborateurs sont encore au pouvoir. Et les leviers du pouvoir en Guinée-Bissau sont sous le contrôle d'Embalo. Regardez comment il est reçu dans ces différentes capitales. Oui, tout à fait. Voilà. Bien reçu et bien traité, que ce soit au Maroc, à Brazzaville et bientôt à Lisbonne, c'est un VIP, very important personality. Donc, il faut faire, c'est l'Afrique des joueurs, on continue d'amuser la galerie, sinon rien n'a changé. Tout à fait. Monsieur Comtobré, la question qui fâche un peu sur le continent, c'est aussi la passivité de la population de Guinée-Bissau. Parce que c'est vrai que, quelque part, sa démocratie, son changement a été volé, mais on a l'impression que la population n'en fait pas une préoccupation particulière. C'est ça qu'on appelle la dynamique de l'histoire des peuples. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le réveil peut prendre un temps long, comme ça peut prendre un temps court. Mais pour le cas de la Guinée-Bissau, si vous regardez, si vous enlevez l'intervalle de temps de Amilcar Cabral, la suite qui est venue, c'est une succession de néocolonies et de néocoloniaux jusqu'à Embalo. Vous voyez le spectacle qu'il est en train de nous servir, c'est-à-dire le Mangela du XXIe siècle qui est en train de tourner en Afrique après un coup d'État. Mais quand vous observez ça, c'est comme si le peuple de la Guinée-Bissau a été pris en otage. C'est comme un esprit qu'on a phagocyté et qu'on a appuyé sur le peuple qui fait que la réaction, au moment où vous entendez que le peuple doit réagir, c'est au moment même qu'il présente son caractère amorphe. Un peuple à plat ventre qui dort et que, son réveil. Vous savez, nous aussi, on était à cette situation où Laurent Gbagbo nous disait que apparemment nous sommes des moutons. Donc, avec 27 ans, il s'est dit qu'avec tout ce qui s'est passé, nous devrons nous révolter. Mais quand il ne sent pas ça venir, on dit, apparemment, vous, c'est fini. C'est la même chose. Sauf que quand vous regardez un peu l'évolution avec l'enjeu de la drogue, vous voyez, la drogue, la Guinée-Bissau même, si on l'appelle pays, c'est par respect, hein, c'est comme un environnement qu'on a créé où c'est un pays de narcotrafiquants. C'est un boulevard qui est là où personne ne veut que l'ordre règne. De sorte à chaque fois utiliser ce pays-là comme un passoire au fur et à mesure. Un carrefour de la drogue. Tout à fait. Personne, que ce soit au niveau de l'Amérique latine, que ce soit au niveau de l'Europe, et même les groupuscules financiers qui sont autour, personne ne veut que la Guinée-Bissau soit un pays stable. Personne. Plus il est stable, plus comment on appelle ça, le mouvement de la drogue devient plus compliqué parce qu'avec les surveillances, les milliards risquent d'être bloqués. Donc, pour éviter ça, il faut faire en sorte qu'il y ait un changement sans le changement. Et je crois que le scénario de Embalo explique cela. Donc, quand vous regardez au fond, l'idée selon laquelle on devrait, dans notre regard, avoir un successeur de Amilcar Cabral, avec ce qui est en train de se passer, aujourd'hui, si vous regardez le type qu'on a mis au pouvoir, qui est un militaire, c'est vrai, je vous ai dit ici la fois dernière que, voilà, ce n'est pas la quantité de grades qui fait de toi un militaire à l'heure actuelle dans l'AES et dans l'Afrique nouvelle.
si tes grades n'ont pas pour mission d'aider les Africains à s'émanciper sur le plan de la souveraineté, nous, on ne va plus te qualifier. Bon, vous voyez, le type, quand vous le regardez, il veut qu'on l'appelle président. Oui. C'est par respect du peuple bissau-guinéen que nous, on va appeler le gars la président. Sinon, quand vous le regardez, c'est-à-dire, il ne représente en aucun cas d'un chef de... Ses caractéristiques, quand vous le voyez, c'est un bouilloule qu'on a placé. Qui est là comme ça, mais c'est incroyable. Mais comment en ces temps chauds, en Afrique, avec des voisins qui sont dans le feu, et Gradé prend le pouvoir, il est là comme ça. C'est comme un mort. Alors que non, un militaire, dès qu'il prend le pouvoir, on doit savoir qu'il y a quelqu'un qui a pris le pouvoir. Pour organiser le peuple, vous voyez que le peuple est amorphe. Mais la symbiose voulait que, si c'était un mouvement révolutionnaire, vous allez voir rapidement le peuple rejoindre. Le peuple n'a pas de problème. Le peuple comprend. Mais sauf que le leadership qui doit prendre la route et lancer comment on appelle, le mouvement des révolutionnaires, c'est ce leadership-là qui est à mort et qui n'arrive toujours pas à comprendre et à lire que nous sommes sur une période de la pente de l'histoire de l'Afrique où il faut définitivement arrêter le spectacle qu'on nous a servi depuis le discours de la Baule jusqu'à maintenant. Ambalo doit être arrêté et jugé en Guinée. Si c'était des hommes dignes de ce nom qui avaient pris le pouvoir, on ne peut pas laisser ce rat voler en train de tourner partout. Et par fini, il va aller à Lisbonne. Lisbonne, c'est quoi? C'est la capitale du Portugal. Et le Portugal, c'est le pays qui a colonisé. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, c'est là où on revient avec ce que la thèse de France Fanon. Peau noire, masque blanc. C'est ça. Et on a plein de gens comme ça au niveau de l'Afrique. Et surtout dans nos armées. Voilà pourquoi nous disons toujours, il faut avoir assez d'hommes solides au niveau de nos officiers en Afrique. Parce que l'étape où nous sommes, ce n'est plus une étape d'amusement. C'est une étape d'autodétermination. Tout à fait. Pour que nous puissions au moins savoir que, comme disait le président Laurent Gbagbo, quand on te voit passer, on sait qu'il y a quelqu'un qui passe. Et c'est pourquoi on se bat, pour notre dignité. Et je pense que avec le deuxième qui est en train de venir, ça va nous permettre de se rendre compte et de lire au fond pourquoi il y a cette facilité à manipuler l'élite militaire africaine pour poser des actes qui sont non conformes avec les aspirations populaires. D'accord. Madame Kombasere, quand on regarde la Guinée-Bissau, ce qui vient de se passer en Guinée-Bissau, nous avons l'impression que c'était un rendez-vous manqué avec l'histoire. Effectivement, quand on reprend l'histoire qui se passe actuellement en Guinée-Bissau, et qui le président actuellement qui est dans ses multiples promenades, actuellement on revient d'abord pour vous montrer qu'actuellement la situation de la Guinée relève également de ce qui se passe, de pourquoi il y a eu ce coup d'État. Il faut noter quand même que dans les années 1943-1973, on a quand même eu une héroïne du nord de Titina, Silas, qui en son temps a lutté fort avec Amiral Cabral dans les résistances. Et quand même, si les dirigeants qui ont succédé après l'indépendance étaient vraiment des dirigeants dignes de ce nom, tout à fait, la Guinée-Bissau n'en serait pas là aujourd'hui. Mais l'histoire nous a montré autrement que nous avons des jeunes, des femmes qui sont assis dans un continent où on ne comprend pas ce qu'ils font. Où ils ne peuvent pas quand même prendre l'exemple d'un pays voisin quand même, qui l'histoire a montré qu'à un moment donné, la femme ou nous les jeunes, nous devrions nous réveiller pour faire face à notre histoire. Tant que la population va continuer à dormir, nous allons toujours avoir des dirigeants dormants, des dirigeants qui ne vont jamais lutter pour nos propres intérêts. Et l'histoire de la Guinée a montré depuis des indépendances jusqu'à maintenant, c'est des coups d'État qui se sont succédés. Tout à fait. Aucun chef d'État n'a pu porter le leadership ou atteindre son mandat. À chaque fois, c'est des coups d'État auxquels nous faisons face. Ça ne peut pas faire évoluer un pays. À chaque fois, on organise des élections, on met en place des grosses sommes et à la fin, ça profite à qui? La population n'a rien. Et la population guinéenne souffre. Il n'y a rien en Guinée. Des trafics par-ci, par-là. Et les mamans sont celles qui subissent. Absolument. Et à un moment donné, il faut quand même se réveiller. Et nous, on se rappelle au temps de
de Blaise qui ne méritent pas d'avoir un nom au Burkina Faso, les femmes se sont réveillées. Oui. Et c'est ce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Tout à fait. Parce qu'il faut quand même savoir que nous, les femmes, nous jouons un grand rôle dans l'évolution d'un pays. Et si nous ne voulons pas nous réveiller, on va toujours nous dominer. Et c'est nous qui en souffrons parce que nous sommes l'être le plus proche, l'être qui a souffert pour mettre au monde un individu qui constitue la société de demain. Absolument. Quand même, nous devons quand même noter qu'en Afrique, on doit arrêter d'avoir des individus qui sont là sans mentalité, des individus qui sont là, surtout quand je prends des femmes, c'est des mentalités de TikTok, des mentalités où sois belle et tais-toi, on n'est plus à cette évolution. À un moment donné, il faut qu'on se réveille pour affronter nos réalités. Nous devons avoir des mentalités de résistance. Et nous avons eu des femmes dans l'histoire qui ont quand même eu ces idéaux. Et nous devons pouvoir quand même refléter et être et inspirer à travers nos femmes leaders qui ont existé en Afrique. Absolument. En tout cas, c'est un bel exemple quand on prend bien sûr l'évolution de notre pays, le Burkina Faso, que ce soit d'autres pays africains. Les femmes ont joué un rôle très capital pour l'émancipation, mais également pour le développement. On espère simplement qu'au Burkina Faso, dans cette nouvelle dynamique impulsée donc par le MPSR2, à travers donc la révolution progressiste populaire, les femmes vont jouer un rôle prépondérant, un rôle de premier rôle, bien sûr, qui permettra donc à notre pays, le Burkina Faso, de sortir de l'ordinaire et de s'affirmer comme un pays souverain et un pays libre. Deuxième sujet, camarade Narambega, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, à travers l'AES, donc prévoit un prochain sommet dans ce mois de décembre. Surtout, si on peut faire vraiment une analyse sur les enjeux diplomatiques donc, de ce sommet. Merci beaucoup. Avant d'aborder cette deuxième question, je ne peux pas ne pas saluer le courage de Mme Kombasséré. Parce que la plupart, effectivement, des plateaux que nous avons ont été toujours des plateaux d'hommes, non genrés, comme on le dit. Alors qu'elle a également souligné tout de suite, les femmes ont toujours été à l'amorce, à la maturation et à l'élévation des combats des peuples qui ont pu s'émanciper. Si on regarde tout récemment au niveau du Burkina Faso, depuis l'insurrection, si on repart dans l'histoire, elle a bien fait d'avoir fait le clin d'œil à la grande campagne de lutte du grand Amilcar Cabral Titina, je pense que je salue je sais la même occasion pour saluer l'interpellation qu'elle a faite aux femmes de Guinée-Bissau et aux femmes africaines en général, pour qu'elles quittent simplement la beauté, parce que Dieu les a déjà couvertes toutes de beauté, pour maintenant s'habiller de leur tenue de combat. Tout à fait. Pour sauver leurs enfants. Absolument. Parce que nous sommes tous leurs enfants. D'accord. Ceci étant, si on revient au sommet envisagé au niveau de l'AES, il faut d'abord rappeler que c'est en 2024, en février 2024, qu'il y a eu effectivement le premier sommet qui a eu lieu au Niger, je pense, et qui a pu désigner effectivement le président Goïta comme celui qui représente l'ensemble des trois pays. Ça veut dire que ça va nous demander d'avoir au moins 4 points de grande importance. C'est le domaine du leadership et de la conduite. Et au niveau du leadership et de la conduite, il va être question de savoir où est-ce que le prochain sommet va se tenir. D'accord. Et ça, c'est la prérogative du sommet. Et je me dis que probablement que là où ça va se tenir, ça pourrait être la prochaine capitale au moins pour l'année de l'AES. Et donc, ça va être l'un des premiers défis. Le second, au niveau toujours du leadership, ça va être de discuter pour maturer les organes de décision. Oui. Et préciser la matrice de décision pour qu'elle soit non seulement plus commune, mais
que l'on sente effectivement que les bases, les peuples, continuent de l'impulser. Tout à fait. Et à côté de l'aspect du leadership, il faut se dire qu'il y a la question de la sécurité et la défense qui va être effectivement très importante et qui va être prépondérante. Et au niveau de cette question, la force unifiée gagnerait à être le pôle effectivement de grandes discussions, de grands échanges, pour mutualiser davantage, pour structurer davantage et pour faire en sorte que les décisions militaires puissent couvrir l'ensemble des décisions militaires au niveau des pays. D'accord. Parce qu'en ce moment, je vois qu'il y a une force unifiée qui est certes en train de faire du grand travail, mais quelle est sa place dans l'architecture entre effectivement avec les autres armées dans les différents pays. D'accord. Et il y a le troisième point, à mon sens, qui, au plan diplomatique, devrait être très important et au niveau pratique, c'est tout ce qui touche à l'économie et aux finances. Oui. À l'économie, il faudrait que nous travaillions davantage à l'intégration. Comment nous faisons effectivement en sorte qu'il y ait de l'intégration? Il y a déjà un premier effort qui a été, un grand travail qui a été abattu, c'est celui au plan des mines. Et on a travaillé à ce qu'il y ait une certaine intégration entre les codes miniers des pays. On s'aperçoit, et il faut le saluer, qu'au niveau du Mali, au niveau des trois pays, mais principalement au niveau du Mali, parce qu'il y a eu une grande victoire récemment, la victoire de Barrick Gold, la victoire de l'État malien contre Barrick Gold, et vous verrez que l'État malien a pris la voie de la justice. Et on pourrait dire effectivement que ça allait être périlleux, et que c'est périlleux, parce qu'ils ont confié l'affaire, d'abord c'est Barrick Gold, qui pensant pouvoir effectivement avoir le dessus, a confié l'affaire au CRDI, qui est une structure effectivement de la Banque mondiale, chargée effectivement de défendre les multinationales internationales, dans les contrats qu'ils ont avec les différents pays du Sud global. D'accord. Et depuis sa création en 1965, il n'y a pas eu de cas en Afrique où un État africain a gagné sur une quelconque multinationale. Et vous savez que Barrick Gold est une multinationale des plus grandes dans le domaine d'exploitation d'or. Et c'était plus de 400 milliards ans que les audits qui ont été faits ont permis à l'État malien de réaliser qu'il transférait alors que le Mali n'avait pas au-delà de 15-20 milliards par an sur toute fiscalité comprise. D'accord. Et vous voyez, les décisions, c'est là où la souveraineté devient un levier pratique. On pouvait penser effectivement qu'avoir attrapé, avoir arrêté et enfermé le directeur de Barrick Gold, avoir fermé leur bureau, avoir saisi et mis effectivement en séquestre l'or dans une banque malienne, avoir nommé un directeur national pour continuer et avoir interdit l'exportation de l'or de Barrick Gold était des décisions gigantesques ou arbitraires. Mais la Cour qu'ils ont choisi de décider, de gérer l'affaire, a dit ils ont le droit effectivement de le faire. D'accord. Donc c'est dire effectivement que c'est en partant de ces exemples que nous devons construire et nous devons tirer effectivement les leçons pour qu'au prochain sommet, nous puissions harmoniser également la recherche de la souveraineté dans toutes ces mines, parce que c'est des ressources financières que nous allons pouvoir lever qui vont nous permettre d'assurer notre souveraineté. Alors qu'il y a déjà des contrats existants. Absolument. Comment défaire ces contrats existants, qui sont souvent des contrats de 50 ans, de 60 ans, pour prendre par exemple le cas de l'uranium d'Orano au Niger. Oui. Alors, il faut que nous mettons à profit ces échanges au sommet pour, pourquoi pas, mettre en place des instances chargées de conduire juridiquement la recherche effectivement de nos souverainetés. Donc pour moi, ce sommet est une grande importance
parce que ça va être le sommet de la montée en puissance. Et ça va être le sommet de la maturité. Absolument. Et le sommet de la maturité dicte effectivement des décisions encore plus courageuses. Tout à fait. Camarade Traoré, bien sûr, les enjeux sont énormes dans ce sommet. En fait, ce sommet vise, comme le camarade a dit, c'est le sommet de la maturité. La grande contradiction, ce qui a fait le fondement de l'AES, c'est l'ennemi commun. Gagner la guerre par procuration qui nous est faite. La guerre contre le terrorisme. Donc les questions sécuritaires doivent trouver mieux à s'améliorer. Le commandement commun, l'armée commune qui a été déjà initiée, Oui. son renforcement. Et le renforcer et consolider la souveraineté par des actions vigoureuses. À ce sommet, il est attendu la grande question, la question monétaire. Ce sommet aura pour objectif de se prononcer sur cette question stratégique d'indépendance économique. Tout le monde attend l'AES à ce virage-là. Que ce sommet nous dise clairement, on continue avec la monnaie esclavagiste CFA ou on crée notre propre monnaie. Donc ce qui est attendu de ce sommet-là, c'est la quête de souveraineté, la quête de l'indépendance vraie et des mesures vigoureuses qui montrent les lignes que nous avons vaincu le terrorisme. Absolument. Elle pose les bases, devrait poser les bases objectives de la réorganisation de la lutte et l'harmonisation de la lutte contre le terrorisme et l'émancipation des peuples en AES. Comme on a vu, la carte nationale d'identité, Oui. l'AES devient un État. Oui, Ça augure de belles perspectives. tout à fait. Donc à ce sommet-là, c'est le sommet des peuples. Que veulent les peuples en AES? Mieux commercer et faciliter les rapports humains en AES, ce que lui n'avait jamais pu réaliser. Il faut qu'en AES, nous arrivions à le réaliser. La libre circulation des personnes et des biens, que ce soit une réalité, qu'on puisse aller du Mali au Burkina et au Niger sans de contrôle. On se retrouve dans un seul État. Donc c'est ce sommet-là qui va déterminer l'avenir de l'AES. Tout à fait. Donc c'est un sommet stratégique et qui va viser à l'harmonisation et la consolidation des acquis en AES et la mobilisation continue des peuples à faire confiance à cette structure qu'est l'AES. Voilà. Donc, Camarade Komtobré, c'est vrai que quand on regarde, bien sûr, ce qui est annoncé, il faut renforcer les acquis. Tout à fait, il faut renforcer les acquis parce qu'on suppose que ce qui a été déjà fait, nous saluons de passage toutes les différentes propositions et actes qui ont été mis en place au niveau de l'AES pour nous permettre d'être une entité confédérale bien structurée. Et ce prochain sommet, c'est un sommet qui sera décisif, non seulement pour l'enracinement même de notre espace, mais aussi de sa propulsion dans les différents domaines, que ce soit économique, militaire, et diplomatique, comment on appelle ça, et culturel, spirituel, tout. Parce que le respect que les autres auront de nous, c'est notre capacité à dire que notre existence sur cette terre, c'est la capacité aux États de l'AES de défendre leur identité. Tout à fait. Et pour défendre notre identité, nous avons besoin d'outils et de connaissances capables de dire que nous avons existé hier et que nous pouvons exister aujourd'hui et demain. Et sur la base de ça, je pense que, comme nos aînés venaient de le dire, au niveau économique, je pense que les différents États, quand vous regardez la structuration de l'économie avec la naissance des différentes entreprises qui naissent de gauche à droite, la monnaie va venir soutenir ces différents projets. Et je crois que Cheikh Anta Diop avait déjà parlé de ça. Il y a son fameux document. Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Nous sommes à l'étape confédérale. Ça veut dire qu'on va monter en puissance pour arriver à l'étape fédérale. Et je crois qu'avec tout ce document, si les populations de l'AES, nos autorités, que ce soit nos officiers militaires, gendarmes, police, eaux et forêts, tous bords confondus, les étudiants, il faut qu'on se dope. C'est très fondamental. Quand il a posé ça, c'est pour dire que tout est dedans. Il a tracé tous les filons par lesquels on peut passer. Et dire que nous allons créer notre monnaie, ça veut dire qu'on l'appuie sur ce qu'on a. La monnaie n'est rien d'autre que la capacité de production d'un peuple. Ce n'est pas le biais qui est le problème, c'est l'énergie que ce peuple se déploie
dans tous les segments de la société qui est la monnaie. Et sur la base de ça, l'AES est capable. Mais pour pouvoir faire évoluer cette monnaie, mais il faut que le mental comment on appelle ça, des populations de l'AES puisse être une mentalité non violable, pour ne plus que nous ayons à la tête de nos États des gens comme le gars qui est à Guinée-Bissau là. Vous voyez, c'est un militaire, hein, c'est un officier. Oui. Mais pourquoi on manipule? Pourquoi c'est facile de manipuler un officier africain? Pourquoi cette facilité? À chaque fois, on les roule et il suffit seulement de présenter l'argent et les grades et les gars sont tombés. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un manque de conscience historique très, très puissant. Et ce manque de conscience historique fait qu'ils sont fragiles. Et une fois qu'on les manipule, au soir de leur vie, on les jette comme quelqu'un qui paye une orange, il suce et il dépose et on prend un autre élément encore. Non, on ne peut pas accepter ça. Et je crois qu'il y a encore des documents qui vont nous permettre, parce que Cheikh Anta Diop a pris le soin de préparer l'homme africain. Pour dire que, pourquoi, voilà, à l'effet inverse, est-ce qu'un officier africain peut aller manipuler un officier français de faire un coup d'État? Je crois que le terrain est fertile en France. Hein? Tout à fait. La logique voudrait que les officiers africains disent aux officiers français de faire un coup d'État à Macron. Mais pourquoi ils n'ont pas cette capacité? C'est parce que, au moins, les officiers français sont assis sur l'histoire de la France. Nous, on est assis sur quoi? Voilà, antériorité des civilisations nègres. On vient d'où? Il faut le lire, c'est capital. Tous les officiers africains doivent lire ça. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions pour savoir qu'on ne peut plus venir rentrer dans le cerveau d'un Africain, courir dans tous les 4 coins cardinaux du cerveau. Non. Il faut qu'on soit bien dopé. Et c'est comme ça que les autres se préparent. Les Chinois ont préparé les enfants comme ça. Les Chinois ont préparé les officiers comme ça. Et sur la base de ça, il faut qu'on se prépare. Et il faut qu'on se documente. Et je crois que les documents sont là. Il a écrit ce document. Ouais. Ce document lui a valu le coup. Quand il a fini ce document, il devrait venir au Sénégal pour enseigner. Mais quand les Français ont su qu'il doit venir enseigner l'élite sénégalaise, ils ont dit à Ouad de ne pas accepter Cheikh Anta Diop à enseigner. Parce qu'ils savent que si Cheikh Anta Diop rentre dans les universités, ils vont doper le mental du grand peuple sénégalais. Et il y aura très de patriotes. Et quand il y a des patriotes, c'est difficile de manipuler un patriote. Donc il faut des néocoloniaux. À chaque fois, on les roule à partir soit de l'argent, soit des femmes. Et c'est comme ça à tout temps. Mais quand c'est comme ça, vous allez prévenir vos peuples des grands enjeux. Comment vous allez les préparer? Alors que regardez l'Afrique, on est en train de... C'est-à-dire, il y a un coincement qui est en train de se passer. Hein. Vous voyez que l'Afrique du Nord, à partir du Maghreb, on descend. Vous reprenez au niveau de l'Afrique du Sud, il y a l'apartheid qui est là-bas qui pousse. Donc on est en train de coincer les Noirs vers le Sud. Et avec le Sud, vous allez voir dans les différents pays, les Libanais sont positionnés avec les autres. Donc, vous comprenez, c'est-à-dire il y a une technique d'effacement même de l'homme noir qui est en préparation. Et c'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré nous a dit, le président de Faso nous a répété, nous allons subir ce qu'on appelle la guerre de haute intensité. Et quand il dit ça, c'est pas sur le plan militaire, c'est partout. Et il faut que dans le domaine des sciences, on blinde nos gens de sorte que nous puissions préparer nos esprits. Parce que la guerre se passe dans le cerveau. Et Steve Biko l'a dit, l'oppresseur a cette facilité de manipuler l'opprimé à partir de son esprit. Une fois qu'il gère l'esprit, c'est fini. Et Cheikh Anta Diop l'a renchéri. Civilisation ou barbarie. L'impérialisme a ceci de particulier. Pour chicoter son adversaire, il le détruit spirituellement d'abord avant de le phagocyter physiquement. Et c'est comme ça à tout temps. Donc nous, on est poreux. Et c'est pourquoi vous voyez nos frontières sont poreuses, parce que l'esprit de celui-même qui dirige est poreux. Son territoire est poreux, n'importe qui rentre. Donc, et c'est compliqué. On ne peut pas gérer aussi l'AES avec des gens dont les cerveaux sont poreux. Et je crois que le sommet qui est en train de venir, ça va être un vrai sommet sur le plan économique, comme l'aîné l'a dit, au niveau de la monnaie, et sur le plan intellectuel, et sur le plan même de l'organisation même des peuples de l'AES. En des groupuscules capables de défendre leur bonheur. Parce qu'il ne suffit pas de dire on va créer l'AES en confédération et en fédération, mais ce bonheur que vous avez créé là, qui va défendre? Il faut préparer le peuple à défendre leur propre bonheur. Et ça passe par la conscience historique. Madame Kombasseri, c'est vrai que les enjeux sont énormes. Il y a beaucoup de choses qui sont attendues de ce sommet-là. Effectivement, il faut souligner quand même que l'AES est à sa 2e année de création. À partir de septembre 2023 que l'AES est née. Et au premier sommet, il y a eu quand même des décisions qui ont été prises. Tout à fait. Au Niger. Et quand on regarde ces décisions, il y a des défis qui ont été atteints, des défis sur le plan sécuritaire quand même, on peut dire,
ils ont travaillé quand même à ce que certaines zones soient quand même vivables pour que des populations puissent avoir une quiétude. Il y a eu une concentration de l'armée dans certaines zones. Si on prend le Burkina Faso, on peut quand même dire que la boucle du Mouhoun est vivable. La boucle du Mouhoun, on peut également parler du Sahel qui est en train d'être vivable. Si on prend le Mali également, on peut parler de la région du Nord, le centre, qui est effectivement vivable. On peut parler du Niger également, où on a des zones quand même qui commencent à être abritées. Et c'est à saluer quand même, c'est des défis à saluer. Parce que ça a été dit et c'est en train d'être relevé. Et le sommet qui vient, qui sera à Bamako, sera un sommet très, très déterminant pour l'AES. C'est un sommet où, je peux dire, tout le monde attend l'AES. Tout à fait. Un sommet où on doit dire la vérité et on doit dire tout ce qu'on va concrètement réaliser. Et tout récemment, il y a eu la réunion des chefs diplomatiques à Ouaga ici, où on a entendu le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui tenait quand même à saluer le Burkina et le Niger, qui les a soutenus pendant cette crise de pénurie d'essence, de carburant, où on les a ravitaillés, je pense, 82 de citernes qui est venu, et ils ont dit que c'est grâce au travail du Burkina et du Niger. Et donc, ils sont en train de travailler d'une seule et même voie. C'est déjà quand même à encourager dans 3 pays quand même qui s'entendent et qui arrivent à relever les défis ensemble. C'est à saluer. Et également, il y a le ministre des Affaires étrangères également du Burkina Faso qui quand même a donné des avancées quand même de comment va se passer quand même le sommet. Les points sur lesquels quand même ils seront accentués. Et je pense quand même toute la population et le monde entier attendent voir est-ce que concrètement sur le plan sécuritaire, qu'en est-il sur le plan sécuritaire? Donc l'AES doit vraiment se préparer à nous donner concrètement le plan sur la sécurité. Quand on prend également la monnaie, nos aînés ont parlé de ça, nous tous, on attend à ce qu'on ait notre monnaie. C'est très, très important. Ils ont quand même parlé de ça et on pense que d'ici peut-être l'année 2026, d'ici que ça va commencer, quand même, ils vont travailler également à relever ce défi. Et moi, je pense également en tant que femme, je interpelle quand même les femmes et je salue de passage notre excellence, capitaine Ibrahim Traoré, qui a quand même considéré les femmes et qui les a appelées et il a discuté avec les femmes parce que quand même il sait le rôle qu'occupe une femme dans la société. Et Thomas Sankara également le savait. Il y a une citation qui le dit, la femme est la moitié du ciel. Et la révolution ne triomphera pas sans elle. Cette citation dit tout en l'âge. Il faut impliquer les femmes parce qu'elle est majoritaire. Et quand la femme est impliquée et considérée, je pense qu'elle met tout en sa valeur, en sa possession pour que ses objectifs soient atteints. Et on salue de passage également les femmes de l'Alliance des femmes créée en mars 2024 qui également contribuent toujours à accompagner l'AES dans sa démarche. Il y a aussi les femmes entrepreneurs qui invitent toute femme à initier quelque chose, à entreprendre. Vraiment, je salue également toutes les femmes parce que moi, je sais également que quand même, nous avons eu dans l'histoire beaucoup de femmes qui peuvent aujourd'hui nous impacter, sur lesquelles on peut se baser. Au Niger, on a eu Mangou, au Mali, Madeg, on a eu Fanta Diallo, la reine Fanta Diallo. Au Burkina, on a eu la princesse Yenega, Gimbi Ouattara. Voilà toutes ces femmes quand même qui peuvent nous permettre de comprendre qu'aujourd'hui, on doit se réveiller en tant que femme, ne plus avoir cette mentalité d'être dominée, cette mentalité de ne pas chercher à comprendre l'évolution du monde.
On ne doit plus suivre, mais on doit vraiment avoir cette mentalité d'accompagner et de lutter pour la libération et la souveraineté de l'Afrique. Absolument, bien dit. En tout cas, les femmes sont beaucoup attendues et la place et le rôle, en tout cas des femmes, c'est un rôle de choix, un rôle prépondérant, une place très importante, en tout cas pour le succès de la révolution progressiste populaire. En tout cas, bien sûr, toutes les femmes sont attendues sur le plateau de la C360 pour les vrais débats, les vraies questions. Merci à madame donc d'être venue chaque fois. On va donc vous solliciter chaque semaine pour donc donner votre point de vue par rapport à certaines thématiques. En tout cas, nous allons compter sur nos ancêtres pour que notre pays puisse sortir en tout cas des difficultés. Voilà, donc si vous repartez au village, donc ayez confiance à vos ancêtres Mossi, Peul, Sénoufo, voilà, Bobo, etc. En tout cas, moi, au village, je crois beaucoup à mes ancêtres et je pense que jusqu'à présent, ils ne m'ont pas trahi. Portez-vous bien.